Pour des raisons didactiques, je propose de distinguer douleur et souffrance. La douleur, c'est les voies de la douleur, et la souffrance, c'est l'impact imaginaire, l'impact psychologique de la douleur. C'est didactique, hein, parce qu'on passe très facilement de l'un à l'autre. Étymologiquement, je crois qu'on peut faire la différence, mais pour des raisons d'exposé, c'est plus clair comme ça. Alors, je pense que la douleur, c'est les voies de la douleur, et la souffrance, ça vient du latin sub fero. Sub, d'au-dessous, fero, je transporte. Je transporte et je souffre, c'est-à-dire comment je supporte, fero, la souffrance. Alors, les voies de la douleur, pour ceux qui n'ont pas de formation neurologique, je vais aller vite, hein. Les voies de la douleur, elles sont à peu près les mêmes chez tous les mammifères. C'est-à-dire qu'on se pince, ou on se brûle, ou on se cogne, ou on a une chaleur, ou on a quelque chose qui nous fait mal, et on a un corpuscule thermique, tactile, qui nous permet de recevoir une information excessive qui déclenche le processus de la douleur. Ce processus va aller jusqu'au cordon postérieur de la moelle. Là, il y a un premier relais, et de là, il y a un neurone très rapide, les fibres C, sans myéline, qui très rapidement arrive à une grappe de raisin qui est à la face inférieure du cerveau, une petite grappe de raisin avec des noyaux, le thalamus, et il y a un noyau du thalamus qui reçoit particulièrement ces informations de la douleur, c'est le noyau ventro-postéro-latéral. Je dis ça uniquement pour vous impressionner, parce que ça fait chic d'employer des mots compliqués, et ça va directement du noyau VPL, le noyau ventro-postéro-latéral, ça va acheminer vers la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure, et vous dites aïe. C'est-à-dire qu'il y a une partie mécanique et il y a une partie qui arrive à la face interne du cerveau. Et alors là, on voit que la partie mécanique, on peut l'entraîner quand le corps se développe. Et la partie cérébrale, l'encéphalisation des voies de la douleur, c'est l'éducation, c'est ce qu'on a dit ce matin, c'est les niches sensorielles qui peuvent apprendre à augmenter la douleur ou la diminuer. C'est-à-dire que la douleur, dans cette salle, personne n'y a échappé. Et la souffrance dans cette salle, personne n'y a échappé. Mais on peut moduler la douleur et la souffrance selon notre équipement génétique, si on est tous des mammifères, donc on partage ça avec beaucoup d'êtres vivants, mais ce qu'on ne partage pas, c'est la partie encéphalisation. Nous, êtres humains, on a un cerveau très gros qui est circuité comme je l'ai proposé ce matin, et là, on peut moduler selon la qualité, si on a acquis des facteurs de protection, on diminue les voies de la douleur, on les a, mais on dit aïe, et on garde en nous l'espoir, on affronte, et on garde en nous l'espoir, et on cherche la méthode pour ne moins souffrir. Alors que si ceux qui, parmi nous, au cours de leur développement, au cours de leur éducation, ont acquis des facteurs de vulnérabilité, ceux-là ont appris à souffrir. Et cela pour la même information de douleur, thermique, tactile, etc., la même information de douleur ira plus vite à la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure et ils souffriront encore plus. Donc il y a une partie mammifère auquel on n'échappe pas, la douleur à laquelle on n'échappe pas, et une partie malléable selon les niches sensorielles dont j'ai parlé ce matin. On peut apprendre à affronter, facteur de protection, pour s'en remettre, facteur de résilience, ou au contraire, apprendre à souffrir, facteur de vulnérabilité. Alors, ce schéma-là, il n'est pas très élégant, mais enfin, je pense qu'il est quand même suffisamment clair pour la suite de ce que je veux vous proposer. C'est-à-dire que
On peut apprendre à réguler les émotions, comme je l'ai proposé ce matin, en agissant sur le milieu qui agit sur nous. Hein, c'est Spinoza. C'est pas le corps d'un côté, l'âme de l'autre, c'est un ensemble fonctionnel sur lequel on peut agir par des méthodes relationnelles, par des méthodes éducationnelles, et en cas de souffrance trop grande, en cas de douleur trop grande, par des médicaments, ou maintenant par l'électrostimulation. Il y a des souffrances chroniques qui sont très... Alors dans les souffrances chroniques, je reprendrai tout à l'heure, dans les souffrances chroniques, on s'entraîne à la souffrance, puisque c'est chronique. Donc on se prépare et on facilite le retour de la souffrance. Alors que dans la souffrance aiguë, on dit aïe, on serre les dents et on affronte. Alors que dans la souffrance chronique, quand on laisse s'installer une souffrance chronique, eh ben, on apprend à souffrir et on souffre de plus en plus. Alors, ce mode de raisonnement montre que on peut moduler la souffrance. La première publication a montré, alors quand j'étais interne en neurochirurgie à Paris dans les années 65, 6, 7, 1965, hein, pas le siècle précédent, donc on nous montrait, on voyait qu'il y avait des atrophies cérébrales. On le voyait au scanner, c'était facile à voir, mais on ne savait pas l'expliquer. Alors on apprenait à localiser les atrophies frontales, limbiques, ventriculaires, de l'aqueduc. On le voyait, mais on ne savait pas l'expliquer. Et en 1981, il y a eu un prix Nobel, Hubel et Wiesel, H-U-B-E-L, et Wiesel, qui ont montré comment ils mettaient un cache sur l'œil gauche des chatons, et quand le chaton mourait, on voyait qu'il y avait une atrophie occipitale droite, alors qu'une autre population de chatons qui avait un cache sur l'œil droit, quand le chaton mourait, il y avait une atrophie occipitale gauche. Maintenant, on n'attendrait pas ou on ne provoquerait pas leur mort. Maintenant, avec une neuroimagerie, on verrait que 3 semaines, que l'atrophie cérébrale s'installe en 3 semaines de privation. Donc, ça va très vite. Mais si on met un substitut de stimulation visuelle, on voit se regonfler le système nerveux. Il ne se regonfle pas, mais les synapses étant stimulées, l'arborisation des neurones augmente et on ne voit plus le trou. Ce n'était pas un trou, mais les synapses étaient couchées. On avait l'impression d'un trou parce qu'on ne stimulait pas. Dès qu'on se remet à stimuler, les synapses se développent et le trou disparaît. C'est un faux trou, mais au scanner, on voyait un trou. Donc on voit maintenant et on mesure sans difficulté, on mesure l'épaisseur et on mesure la résilience neuronale. C'est-à-dire que quand il y a une atrophie bifrontale ou une atrophie occipitale, on sait que si on stimule le bébé ou la personne, on voit se regonfler les neurones, j'ai mal dit, on voit se resynaptiser les neurones préfrontaux, et lorsqu'on demande aux gens de raconter leur histoire, si on parle, on ajoute un stimulus cérébral dans la mémoire et on voit se regonfler sur les neurones du système limbique.